Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Nous vous disons merci d'être branchés nombreux sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC 3 institution, pour suivre votre émission, les magazines d'actualité pour tous. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois sur ces plateaux un invité des marques. C'est un habitué, il s'agit de M. Norbert Yamba Yamba. Norbert Yamba Yamba est un cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Étienne Tshisekedi Wamolumba, le docteur Étienne, son fondateur. Norbert Yamba Yamba, c'est un consultant international des questions de développement, de décentralisation, mais il est aussi panafricaniste. Avec notre invité, nous allons bien sûr faire le point en rapport avec le périple afro-héro-américain du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons parler de Félix-Antoine Tshisekedi à Bukavu, nous allons parler de l'aspect sécurité, nous allons faire le point en rapport avec l'évolution de la situation politique de l'ère. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour. Encore une fois, que nous épargne la santé. Ben écoute, la santé va bien. Très bien. Nous sommes là en train de travailler comme toujours parce que nous estimons que ce pays doit fonctionner autrement. Et chaque fois que le président voyage ou chaque fois qu'il prend position, il faut toujours tousser, dire aimant, tout à fait depuis son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, multiplie des voyages à l'intérieur du pays, en Afrique et en dehors de l'Afrique. Le cas de son périple afro-héro-américain qu'il vient d'effectuer, d'aucuns pensent qu'il voyage trop. Le pays est confronté à des difficultés depuis son avènement à la tête du pays. Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas en place, il ne fait que multiplier des voyages avec le budget, minime soit-il. Quel est votre point de vue? Partagez-vous cet avis, M. Norbert Yamba Yamba? Je crois que les Congolais ont droit, n'est-ce pas, d'apprécier les prestations de leur chef. Cependant, il y a quand même nécessité qu'on puisse apporter quelques éléments d'éclaircissement. C'est vrai que beaucoup pensent que le président voyage un peu trop. Beaucoup pensent que ce voyage, n'est-ce pas, engloutisse pas mal d'argent, au point où il y a même des mauvaises langues qui disent que le président est même allé au-delà véritablement de son budget. Je voudrais sincèrement, par rapport à ces questions, faire comprendre que le Congo, notre pays, c'est un pays qui, depuis très longtemps, problématique par excellence. D'aucuns disent que le Congo a traversé pendant plusieurs années une zone de turbulence. Le Congo, c'est la pauvreté de tout un peuple. Le Congo, c'est la situation catastrophique des enfants. Le Congo, c'est la sous-alimentation. Le Congo, ce sont les routes délabrées. Le Congo, ce sont des écoles qui n'existent pas. Le Congo, c'est les difficultés des soins de santé, etc. Tout cela faisant combine montre très clairement que nous avons passé des moments très difficiles. Certes, il y a eu des autorités dans ce pays, elles ont fait ce qu'elles ont fait, mais il faut reconnaître que le Congo a eu aussi des problèmes dans le cadre de ses relations avec l'extérieur. La force d'un pays, c'est d'avoir sa fondation, mais c'est aussi de construire des greffons, ce que nous appelons généralement des synergies gagnantes avec l'extérieur. Et vous savez, le président venait d'en parler, qu'à l'est de la République, il y a une déstabilisation presque récurrente et permanente. Mais écoutez, chers journalistes, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont des pays frontaliers. Et c'est là, ces pays-là ont constitué des bases arrières de la plupart des rébellions que nous avons connues. Et comme
Ces guerres nous ont fait fatiguer. Ces guerres ne nous ont pas permis véritablement de travailler pour s'occuper de la prospérité de notre peuple. Il fallait être en contact avec tous ces pays-là, avec le Rwanda. Quand vous êtes à Goma, vous voyez le Rwanda. Quand vous êtes à Bukavu, vous voyez le Rwanda. Quand vous êtes à Uvira, vous voyez le Burundi. Et donc, il est tout à fait normal que le président discute avec ses interlocuteurs. Et vous savez, généralement, quelqu'un disait tout à l'heure que, mais écoutez, les ressources minières nous créent des problèmes, créent la convoitise, mais nous amènent la guerre. Il y a lieu véritablement de faire en sorte que nous puissions diversifier nos richesses. Oui, il a raison, mais attention, dans ce schéma d'exploitation de notre peuple, dans ce schéma de pillage de notre pays, il y a trois acteurs. Il y a des acteurs que je considère internationaux en dehors de l'Afrique, qui sont les multinationales, qui véritablement sont pilotées par des grandes puissances d'argent. Il y a aussi des voisins qui jouent le rôle des sous-traitants. Et je vous ai cité que le Congo a 9 frontières. Mais il y a aussi des acteurs internes. Et le président de la République estime que s'il faut faire la guerre, il y aura des pertes de ressources financières, il y aura des pertes de ressources humaines. Il faut plus parler avec, on gagne plus qu'on sait qu'on perdra. Raison pour laquelle il est allé au Rwanda. Beaucoup n'auraient pas souhaité qu'il aille au Rwanda, mais il est allé au Rwanda. Il est allé au Burundi, il est allé à Ouganda. Ils ont discuté. Regardez. Lorsque vous êtes à Goma, vous allez voir que le Congo, notre pays, partage avec le Rwanda le lac Tanganyika. Mais le lac Tanganyika dispose de gaz méthane. Quand nous étions au début des années 80, on nous disait que mais il ne faut même pas jouer dans les lacs parce qu'il y a des gaz méthane, vous risquez d'être emportés. Mais le Rwanda aujourd'hui est en train véritablement d'exploiter le gaz méthane. Le Rwanda a fait un appel d'offres, les Indiens ont mordu la maison et ils ont consenti 500 millions de dollars qu'ils exploitent le gaz. Le gaz qui est vendu à Bukavu, qui est vendu à Goma, ça commence même à venir ici. Mais c'est le gaz qui vient du Rwanda. Et avec cet argent, le Rwanda est capable de faire véritablement des allocations. Mais entre-temps, nous partageons le même lac. Le président est un panafricaniste. On veut que nous puissions construire un État fédéral d'Afrique. Pourquoi on ne peut pas créer des projets intégrataires? Pourquoi ne pas discuter avec le Rwanda sur ces questions-là? Moutandis avec le Burundi. Il en est de même de l'Ouganda. Et donc, il faut voir ces gens. Hein. Ça nous épargne des pertes de vies humaines. Et aujourd'hui, vous savez, même s'il y a des exécutions récurrentes, mais quand même ça a diminué de volume, de dose, simplement parce que ces contacts sont en train véritablement de produire des effets. Le président est allé en Angola, il est allé au Kenya, il est allé en Afrique du Sud, finalement il vient d'aller en Europe et aux États-Unis. Mais dis-moi entre nous, combien de temps nous avons passé avec la Belgique en situation difficile? Il y a eu même des appels, l'ambassadeur est rentré, l'autre a dit écoutez, on retire l'ambassadeur, etc. Et la Belgique compte avec nous pendant 80 ans de vie commune. C'est notre partenaire par excellence. Écoute, on va continuer comme ça. Vous savez, la solidarité occidentale. D'aucuns savent que, bon, même le budget, ça fait combien d'années nous n'avons plus fait appel aux ressources extérieures. Et on a besoin, naturellement, qu'on puisse, naturellement, aller dans tous ces pays en Belgique. Et quand on est en Belgique, c'est la porte d'entrée pour l'Union européenne. Et le président raconte les autorités belges pour les rassurer que voilà, si à un des moments, le Congo n'a pas eu de bonnes relations avec vous, aujourd'hui plus que jamais, c'est l'alternance. Nous sommes disposés à coopérer avec vous, mais nous sommes également disposés à présenter, n'est-ce pas, des propositions par rapport au nouveau partenariat. Et à l'occasion, le président a eu aussi contact avec le pays de l'Union européenne, y compris l'Union européenne en tant qu'institution. Tout à fait, Norbert. Je m'excuse, il faut que je termine par là. Norbert Yambamba, c'est tout à fait correct. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé 4 jours de mission officielle en Belgique. Et sur place, il a rencontré
Entre autres, le Premier ministre Charles Michel, il a rencontré le roi Philippe, il a aussi rencontré les opérateurs de la Fédération des entreprises belges. On croit à la reprise de la coopération, comme vous venez de le confirmer. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne, car nous savons qu'il y a toujours eu bruit entre les deux pays et depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale? Vous savez, le président de la République ne veut pas être un bébé sous biberon, c'est-à-dire aller pleurnicher pour recevoir les moyens de l'extérieur. Mais le président de la République, du moins dans sa vision diplomatique, souhaiterait que tous ces pays qui ont eu à un moment donné des relations avec nous, tous ces pays qui ont besoin de nous, du reste par rapport à nos produits, par rapport à ce que nous avons comme potentialité, etc., il y a moyen de leur garantir un climat politique et sécuritaire qui suscite l'intérêt pour qu'ils viennent investir dans notre pays. Certes, lorsqu'on est en relation, il peut y avoir toujours des petites douleurs d'enfantement, ça c'est évident, ça aura toujours lieu. C'est comme ça qu'on dit que les relations humaines sont fondées sur une gestion des contradictions, un droit au désaccord. C'est très important, on va toujours réguler. Mais pour l'instant, dans la vision du président de la République, c'est dire, oui, ça fait 80 ans nous avons eu des relations avec la Belgique. Mais écoutez, aujourd'hui, le Congo est mature. Quel type de relations nous pouvons avoir aujourd'hui pour que les uns et les autres soient garantis véritablement? Tout à fait. Quel type de relation? Qu'est-ce que la RDC ou les Congo gagnent dans la coopération bilatérale avec la Belgique? À l'époque, je me rappelle bien lorsqu'il y a eu une mission de clarification. Vous vous rappelez, Mpinga Kassende, paix à son âme, les contentieux belgaux. Il était dit que la Belgique investit au Congo 1%, il retire $1 et il retire $4. Elle retire $4. Aujourd'hui, nous voulons effectivement que la Belgique vienne investir dans notre pays, mais tout en sachant que nous aussi, nous avons besoin de gagner, parce que ça fait que 59 ans, nous sommes indépendants, je ne compte pas les 80 ans de colonisation, mais le Congo et les Congolais sont restés dans la pauvreté la plus abjecte. Et le président a dit, on ne peut pas avoir des potentialités naturelles et vivre dans une sorte de paradoxe où il y a un peuple très appauvri, un peuple qui est dans une situation très difficile au moment, disposant de richesses incommensurables, du moins en termes de potentialité. Et aujourd'hui, on veut construire des relations équilibrées, on veut construire des relations et des synergies gagnantes, on veut construire une synergie optimale dans un processus de gagnant-gagnant. Lorsqu'on réalise, n'est-ce pas, une activité, on mutualise les efforts, il faudrait que la Belgique gagne et que le Congo gagne. Nous disons pour tous les pays occidentaux. Ça, c'est le discours du président de la République. Mais le président reconnaît qu'on ne peut pas aller dans une vision pseudo-souverainiste qui consiste à dire que voilà, nous sommes souverains, nous ne pouvons pas coopérer avec les autres. Et le président prend l'exemple des États-Unis, qui est la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire du monde. Et aujourd'hui, les Américains ont une dette extérieure, l'équivalent de leur produit intérieur brut. Et en fortiori, le Congo, qui n'a que 40 à 50 milliards de dollars de produit intérieur brut, a besoin des autres nations. Mais il faudrait que ce besoin-là se réalise, n'est-ce pas, dans le respect mutuel, dans un partenariat stratégique où chacun trouve son compte. Et ça, c'est véritablement le leitmotiv et la mission qui relève véritablement de la génération qui est la nôtre. Une génération qui a été dans les écoles occidentales, une génération qui a été habituée à travailler avec les Occidentaux, avec les Asiatiques, mais une génération qui voudrait qu'elle soit respectée, mais une génération qui a besoin de l'interlocuteur, parce que cet interlocuteur peut aussi intervenir et contribuer dans la dynamique véritablement de sa promotion. C'est ça la vision diplomatique que nous avons, et vous savez que un peu presque partout l'Union européenne a fait ses déclarations, elle a démontré qu'elle est disposée à pouvoir coopérer avec le Congo, la Belgique
a fait ses déclarations d'enthousiasme. Le président a même vu les milliardaires belges et les opérateurs économiques. Il s'est fait accompagner des opérateurs congolais, des opérateurs économiques congolais, pour créer des passerelles, pour créer des ponts dans les cadres de relations, pour dire voilà ce que nous pouvons vous être utiles, voilà les opportunités qui sont les nôtres, voilà ce que nous avons comme potentialité. Eh bien, vous venez parce que nous avons la responsabilité de mutualiser les efforts. Et aujourd'hui, sincèrement, lorsque vous prenez la moyenne de croissance à l'Union européenne, c'est une moyenne de 0. Beaucoup de pays font un effort pour avoir 1 ou plus 1,5, etc. Mais en tout cas, tous ces pays-là ont besoin véritablement d'avoir de partenaires qui ont des richesses, de ressources potentielles soient-elles, mais en fait qui leur permettent véritablement de construire une dynamique économique correspondante. Si je vous donne l'exemple, en Europe, tous les pays aujourd'hui, mais y compris la France, sont au-delà de leurs produits, de 100% de leur dette extérieure, sauf l'Allemagne, l'Allemagne fédérale, qui n'a que 81% de ce qui représente son produit intérieur brut. Les autres ont déjà dépassé. C'est que très clairement, les autres ont besoin de coopérer avec nous. Parce que, croyez-moi, lorsque ils ont monté des stratégies de fragilisation de nos pays, mais les Asiatiques sont tombés sur l'occasion. On a coopéré avec les Asiatiques au point où ils sont rentrés. Ils n'ont plus eu gain de cause. La Chine aujourd'hui est devenue la plus grande puissance commerciale du monde parce que la Chine a beaucoup profité véritablement de l'Afrique et a beaucoup déversé ses produits sur le marché international. Et tous ces pays qui ont eu des relations traditionnelles avec nous sont restés derrière la Chine. Et donc la coopération gagnant-gagnant. Oui, Monsieur Norbert Yamba, coopération gagnant-gagnant. Lors de son séjour en Belgique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi fait le déplacement d'Anvers où il a visité le centre de traitement des diamants. Il a même émis le souhait de voir ce centre ouvrir ses succursales en République démocratique du Congo. Et si ce souhait s'est matérialisé, pensez-vous qu'il contribuera à la relance de l'Amiba dans le Grand Kasaï, une problématique Écoutez, donc, qui ça demeure une épine dans le pied de la RDC du gouvernement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle discipline, monsieur le journaliste. La discipline porte sur l'intelligence économique. L'intelligence économique permet à des grands pays qui ont des grandes ambitions de pouvoir étudier des stratégies qui leur permettent véritablement de promotionner leur économie. Quel type de stratégie? C'est-à-dire savoir identifier ses potentialités, ses opportunités, savoir identifier les opportunités des autres et les différents marchés qui existent à travers le monde, et savoir construire des ponts, des passerelles avec tous ces différents pays pour voir de quelle manière va-t-il gagner, de quelle manière, en ayant des relations avec tel autre pays, lui peut naturellement résorber le chômage et gagner du moyen